Alors, maintenant c'est le tour de Jérôme Prounon, directeur général de Diversité Artistique Montréal DAM, directeur en ethnologie, docteur en ethnologie des pratiques physiques et corporelles, professeur à l'université en tant qu'enseignant et chercheur durant 10 ans, consultant, gérant d'artistes, producteur et directeur artistique. Jérôme Prounon se définit avant comme un professionnel de l'accompagnement dans des domaines des arts et de la culture. Longtemps impliqué dans les milieux universitaires, notamment en Guadeloupe, où il produit de nombreux articles scientifiques et plusieurs ouvrages sur les jeux traditionnels et le sport, il met aujourd'hui cette expérience multiple au service des artistes. Il est rédacteur en chef et directeur artistique de la revue Tic Art Talk. Ses forces résident dans la capacité de mobiliser les énergies dans la maîtrise de la rédaction de contenu, de la capacité à gérer des projets et dans la connaissance des milieux de la diversité culturelle, de l'interculturel et des arts en général. Bonsoir tout le monde, je vais essayer de faire court. J'ai fait beaucoup plus long, mais je vais essayer de faire court, je vais couper un peu. Moi, la question que je me suis posée avant de venir ici, finalement, puis suite à nos différentes discussions, c'est de savoir quelle place le corps, aujourd'hui, a dans une salle d'exposition au regard de ce qui représente historiquement et artistiquement dans l'histoire. Et comme je ne peux pas, donc en 10 et 15 minutes, répondre à cette question, vous pensez bien, je vous propose simplement d'essayer vous-même d'y répondre en vous présentant très brièvement donc, quelques éléments historiques et ethnologiques qui parlent du corps comme territoire de création. Alors, depuis l'aube de l'humanité, je ne sais pas si ça marche, finalement l'homme a utilisé son corps comme territoire de création. C'est sans doute une des premières formes d'expression artistique utilisée par nos ancêtres, ce qu'on pourrait appeler le premier geste ornemental. Et cette création artistique, donc, elle est davantage d'ordre social, surtout au sens du groupe, de l'ethnie, parce que l'idée, c'était de définir, il y avait toujours une volonté de définir un statut, de poser une marque, d'identifier finalement chaque individu dans son univers socioculturel. On pourrait presque dire, montre-moi comment tu es peint ou comment tu es tatoué, et je te dirai d'où tu viens et qui tu es. Lévi-Strauss, l'anthropologue, disait tout à fait justement, il fallait être peint pour être homme. Alors comment on se peignait? Eh bien, on a découvert au fur et à mesure différentes techniques, hein, la terre colorée, le charbon de bois, la craie, le jus de baie, le sang des animaux bien évidemment, avec plein de techniques et les différents buts. Il y avait différentes fonctions dans cet ornement-là. Alors il y avait par exemple impressionner l'ennemi, hein, sous forme de peinture de guerre, on en a beaucoup dans l'histoire, des camouflages pour la chasse, des signes de reconnaissance à l'intérieur d'une tribu, d'une ethnie, comme signe d'appartenance surtout, ou simplement des parures aussi à l'occasion de cérémonies rituelles. Et donc ces peintures corporelles ancestrales existent encore aujourd'hui dans pas mal de régions du globe, l'Australie beaucoup, les îles du Pacifique, et puis aussi dans certaines régions d'Afrique, surtout du côté du Soudan, donc dans l'Est. Alors, la mode contemporaine a affaibli considérablement les significations de cette peinture corporelle, la désacralise surtout, au point où finalement on en est juste à une manière comme une autre d'embellir le corps. On en a même fait un concours mondial de body painting, ça existe, mais on peut quand même retenir dans cette pratique quelque chose d'intéressant, c'est l'expression parfois aussi d'une révolte profonde. C'est le cas, un symbole de résistance, c'est le cas aussi de ce chanteur Fela, que vous connaissez peut-être, qui a toujours arboré aussi, lui, des peintures tribales qui avait simplement pour intention de contester les autorités morales et politiques de son pays. Alors bien évidemment, il y a la peinture corporelle, mais il y a aussi le tatouage, hein, qui a toujours existé aussi, avec une différence par rapport à la peinture corporelle, c'est que c'est quelque chose qui s'inscrivait durablement dans la chair. C'est un dessin aussi, mais c'est un dessin intradermique, on pourrait dire. Le plus vieux tatouage qu'on a retrouvé remonte à peu près à 3500 ans avant Jésus-Christ, sur un chasseur du néolithique, où on avait trouvé la présence de petits signes très stylisés, schématiques, posés au niveau des articulations, ce qui faisait penser que c'était probablement une pratique médicinale. Et partout où le tatouage s'est manifesté, finalement, il a contribué à marginaliser ses adeptes
d'une certaine façon. Hein. Ça pouvait servir à distinguer des classes sociales, à marquer le passage d'un état à un autre, dans les rituels beaucoup, les rituels du passage surtout, ou encore à identifier des esclaves et des criminels. Alors, dans toutes les zones du globe, on a vu des tatouages dans l'humanité. C'est sans doute en Polynésie qui s'est le plus développé, donc tous les tatouages maoris notamment. On a eu les tatouages asiatiques au Japon. Le tatouage au 5e siècle servait à punir des criminels, hein, au même titre que couper la main ou une oreille, et ça permettait de marquer un individu puis de le repérer, hein, à partir du moment où il avait fauté. Il y a eu les prostituées aussi japonaises à partir du XVIIe siècle qui se tatouaient elles-mêmes. Et donc, par cette double pratique, le criminel et les prostituées, finalement, le tatouage au Japon s'est assimilé à des mauvaises mœurs dans la société japonaise. En Chine, le tatouage, là aussi, figurait parmi les 5 punitions, aux côtés de la mort, quand même, de la castration, de l'amputation du nez et des pieds. Et donc, le 5e, c'était le tatouage qui fonctionnait vraiment comme une marque humiliante et comme une indication publique qu'on ne pouvait, là encore, pas oublier. À partir du moment où vous étiez tatoué, vous étiez vraiment honni. Les tatouages arabes, il y en a beaucoup, très rapidement, mais il y a des tatouages égyptiens qui avaient beaucoup de valeurs médicinales ou des valeurs ornementales religieuses. Les tatouages d'Afrique noire, qui à l'inverse étaient beaucoup plus tribales, qui étaient effectués beaucoup par scarification, revendicateur beaucoup de rites d'initiation. Les tatouages américains, très répandus sur toute l'Amérique, bien sûr, beaucoup chez les Indiens. Les Sioux, par exemple, se prouvaient leur courage dans certaines danses en se faisant tatouer, alors que chez certains Indiens d'Amazonie, on rasait le crâne du bébé, puis on le tatouait tout de suite dès la naissance, avec des motifs géométriques. Et puis plus tard, pour signifier la puberté, on allait entailler, par exemple, ses jambes avec des dents, enfin, toute une sorte de rituel. Et puis en Europe, il y avait les Romains, on utilisait beaucoup de tatouages pour marquer les légions, les soldats des légions, avec le nom du général, et puis le motif de l'aigle aussi. Alors qu'en Grèce, par exemple, le tatouage c'était quelque chose de beaucoup plus stigmatisant, c'était pour marquer les esclaves qui, eux, avaient le nom de leur maître. En Europe, le tatouage a disparu à peu près au niveau du Moyen-Âge, sous l'impact de la condamnation de l'Église, qui considérait le tatouage comme quelque chose de démoniaque, une marque du démon. Il est apparu beaucoup plus tard, à partir du XVIIIe siècle, avec les grands explorateurs et les navigateurs qui ont ramené de leurs expéditions des histoires qu'ils s'étaient tatoués beaucoup dans la chair. Ça va vite, hein? Aujourd'hui, c'est sûr que le tatouage c'est devenu une mode, on pourrait dire, une façon d'inscrire quelque chose sur soi de personnel, d'intime, qui nous appartient. Alors bon, ça va loin le tatouage aujourd'hui. J'ai trouvé ce monsieur très intime comme tatouage. I love bacon. C'est la partie drôle de mon intervention, vous pouvez lire. J'ai beaucoup aimé. Alors, 3 minutes, on va y arriver. Alors, donc, si le corps, à travers le temps, finalement, a été un espace de création significatif pour des sociétés données, hein, et puis avec des fonctions sociales données, précises, particulières, il a aussi été un objet de création au sens où il y a eu un détachement de l'artiste vis-à-vis du corps et où il l'a représenté dans des esthétiques singulières selon les époques. Mais un des basculements importants, c'est vraiment la Renaissance, où il y a une forme de modernité du corps qui apparaît. Les artistes de l'époque là posent vraiment les jalons de cette modernité, en faisant suite à une rigidité qu'il y a eu pendant le Moyen-Âge. Et là, on a vraiment, ils offraient vraiment un bonheur de vivre en célébrant le corps et sa beauté surtout. Alors, ça devient une source d'inspiration énorme. C'est à ce moment-là où les premières gravures pornographiques apparaissent, notamment sous l'encre de cet auteur, Giuliano Romano, qu'on appelle Jules Romain aussi beaucoup, qui a vraiment fait les premières gravures pornographiques, sachant qu'à partir de la Renaissance, l'Église, qui était un des seuls commanditaires avant, à partir de la Renaissance, il y a tout un mouvement, les princes, les marchands, les bourgeois, les aristocrates qui deviennent commanditaires aussi et qui ont beaucoup moins de soucis au niveau des mœurs que l'Église. Donc qui commandent la nudité, la semi-nudité aussi, où on voit le corps apparaître. Alors, il y a un côté intéressant à ce moment-là, c'est qu'on passe de spectateur à voyeur. C'est à peu près à cette époque-là où le regard peut changer. Alors, cette distance vis-à-vis du corps
où il est plus territoire de création à proprement parler, mais plutôt un support de création. Ça perdure à peu près jusque dans les années assez tard, hein, dans les années 50-60, où là, il y a vraiment l'apparition du body art ou l'art corporel qui apparaît. Je pense que c'est au Black Mountain College aux États-Unis, école très avant-gardiste, où il y a les premiers happenings qui ont lieu, et où finalement, pour la première fois, en dehors du théâtre et de la danse, l'artiste peut se servir, mettre son propre corps en scène, hein, sous forme d'happening. Donc le corps redevient véritablement un territoire de création artistique. Et ça devient même, après la libération sexuelle des années 60, ça devient vraiment un objet central de travail pour un grand nombre d'artistes plasticiens, des vidéastes aussi, plein de médiums qui se multiplient. Je vais passer vite, hein, je sens que tu trépignes à côté. Bien évidemment, ce qu'il faut retenir quand même de l'art corporel, c'est que c'est un faisceau d'action artistique, mais aussi politique, beaucoup, souvent subversive, très provocatrice, et à travers les types de performances que soulignent ces artistes, il y a toujours une volonté d'atteindre, de repousser en tout cas des limites dans la représentation, en suscitant parfois bien évidemment les réactions du public. C'est là où il y a toute une expression qui se met en place. On va explorer la douleur, hein. Il y a des artistes qui vont jusque l'automutilation, la flagellation, la mortification. On explore la jouissance et tous les désirs sexuels avec il y a le peintre Natto par exemple, qui a joué du piano le nez dans l'anus d'une femme pour y trouver l'inspiration. Ou encore, on a exploré aussi le genre beaucoup avec une artiste qui s'appelle Nat Sakura, qui elle a utilisé son changement de sexe pour en faire surgir les métamorphoses physiques. Bref, on le comprend, le body art c'est vraiment un art de revendication, de provocation, pour défaire justement souvent les cadres, puis c'est là où ça peut rejoindre aussi le débat d'aujourd'hui. La norme est proposer une exposition du corps extrême, quelque chose de choquant parfois, mais dans une volonté jusque boutiste de la liberté d'expression. Alors conclusion, j'y suis presque. Hein. Si je reviens à la question de départ, qui était de savoir, je vous le rappelle, quelle place le corps avait aujourd'hui dans une salle d'exposition, au regard de ce qu'il représente artistiquement dans l'histoire, eh bien, vous avez compris que je n'ai pas la réponse, parce qu'elle est bien plus complexe que cela. Et donc je n'y ai pas apporté de réponse. Mais je tenais simplement à vous montrer combien, justement, dans l'histoire, le corps a toujours été un phénomène artistique, soit en tant que territoire de création pour un groupe déterminé géographiquement et culturellement, avec des fins de régulation sociale, soit pendant longtemps comme un support d'une représentation sociale, cette fois-ci d'un corps plutôt en phase avec son époque, comme le début du canon social. On dit, ouais, cette fille, elle est canon, c'est vraiment le canon comme le fusil, quoi. C'est le bon calibre, hein. C'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Et donc du socialement admis, mais déjà peut-être aussi comme un objet subversif, soit enfin, comme aujourd'hui, un nouveau territoire d'expression artistique extrême dont l'objectif est justement de se défaire des codes en poussant les limites de l'acceptable, justement, au-delà de toute considération sociale, politique, économique parfois, symbolique, religieuse aussi. Alors finalement, je terminerai juste par une question qui vous est adressée, qui pourra peut-être lancer le débat. Jusqu'où votre corps pourrait être un territoire de création et l'exposeriez-vous? Voilà, je m'arrête là, merci. J'étais presque. Sim.